puisque cela limiterait énormément la capacité d'Israël à agir contre la présence iranienne en Syrie. Cela montrerait si effectivement Poutine mettait cette menace en action, si véritablement il livrait ces missiles anti-aériens à la Syrie, eh bien cela signifierait que la Russie est prête vraiment à aller jusqu'au bout, quitte effectivement à risquer des affrontements directs avec Israël. Et on n'est plus du tout dans les scénarios où Poutine fermait les yeux sur les actions israéliennes en Syrie, où il y avait une espèce d'accord tacite entre Israël et la Russie. Là, effectivement, on rentrerait dans une logique d'affrontement entre les deux pays. Alors, on a vu ce week-end que les Iraniens ont tenu un langage beaucoup moins belliqueux envers Israël. C'est notamment le ministre des Affaires étrangères, Zarif, qui a dit que finalement, il n'y avait pas de raison qu'un conflit généralisé éclate, que jamais l'Iran n'attaquerait ses voisins. Comment il faut comprendre ça? Parce que Netanyahou, lui, n'a l'air évidemment de ne pas y croire un instant. Est-ce qu'il faut être méfiant, justement, vis-à-vis de ce genre de Je pense qu'il faut comprendre ça à la lumière des divisions qui existent au sein du régime iranien, puisque finalement, Zarif et le président iraniens, eux, essaient véritablement d'arriver à une espèce de modus vivendi avec la communauté internationale sur la levée des sanctions et l'application de l'accord sur le nucléaire. Or, Rouhani, lui, le chef suprême de la République, Khamenei, de la République iranienne, et les gardes révolutionnaires iraniennes, eux, tiennent l'économie et ne veulent absolument pas de compromis avec l'Occident et avec le Conseil de sécurité. Et donc, Khamenei, lui, tient un discours beaucoup plus belliqueux, je dirais. Il y a là une véritable tension au sein du pouvoir iranien entre Khamenei et Rouhani. Rouhani, lui, a été élu justement pour essayer de soulager la situation économique des Iraniens, alors que les gardes du régime iranien et Khamenei, eux, contrôlent l'argent et au lieu de l'investir dans l'économie iranienne, continuent effectivement de le distribuer aux différentes milices chiites pro-iraniennes à travers le Proche-Orient. Ouais, et ce discours modéré, il est aussi à mettre en perspective avec cette visite d'Emmanuel Macron qui va voir Donald Trump et le fait que Donald Trump veuille remettre en question, vous l'avez dit, l'accord de Vienne. Est-ce que selon vous, il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va écouter cette voix d'Emmanuel Macron qui lui demande de rester dans cet accord de Vienne et qui dit qu'il n'y a pas d'autre alternative? Je pense que la véritable question qui se pose sur l'accord de Vienne, et on a eu l'occasion d'en parler déjà sur ce plateau, c'est quelle est l'alternative? Quel est le plan B? Est-ce que Donald Trump, lorsqu'il menace de quitter l'accord, a un plan B ou pas? On sait très bien que l'accord n'est pas renégociable. Il a d'énormes défauts, on les connaît. La fameuse Sunset Clause, plus le fait que l'accord ne traite pas finalement de la question des missiles iraniens dans la région. Les défauts, on les connaît. Mais si les États-Unis quittent, l'accord ne sera pas renégocié. Ni la Chine, ni les Russes, ni les Européens ne peuvent imposer une renégociation à l'Iran. Et puis, les Russes et les Chinois ont déjà annoncé qu'eux ne le renégocieraient pas. Donc l'accord n'est pas renégociable. Donc quitter l'accord, cela signifie qu'il sera annulé de facto. Les Iraniens ont déjà dit qu'ils remettraient en place leur programme d'enrichissement de l'uranium. Et par conséquent, c'est à Donald Trump de nous dire quel est son plan B. Est-ce que le seul plan B, c'est effectivement une intervention militaire? Mais une intervention militaire n'aurait finalement de justification, de légitimité si effectivement l'Iran violait l'accord en question. Pour l'instant, l'Iran, en gros, finalement, le respecte justement parce que l'Iran a besoin de la mise en place de l'accord pour la levée partielle, en tout cas, des sanctions. Donc c'est ça la véritable question. En sachant que l'accord n'est pas renégociable, en sachant ses imperfections, et elles sont nombreuses, est-ce que Donald Trump a un plan B ou pas? C'est ça la véritable question. Merci en tout cas de l'avoir soulevé ce soir, Emmanuel Navon. Je rappelle que vous êtes professeur.